Salut! Bon alors aujourd'hui je vous retrouve dans un décor qui ne va pas rester et je vous retrouve surtout dans un exercice de style complètement différent. J'ai envie de tester mes capacités aujourd'hui, à savoir est-ce que je suis capable, en même temps que je me maquille, de vous raconter une histoire. Une histoire vraie, d'une star internationale que tout le monde connaît. Si je vous dis que c'est probablement la Beyoncé de l'époque ou la Rihanna de l'époque, vous imaginez un peu le statut de star. En fait, j'avais envie de faire un petit peu ce genre de vidéo, tout simplement parce qu'il est important pour moi d'aborder des thèmes sur ma chaîne qui me tiennent particulièrement à cœur, qui me touchent de près ou de loin. Et du coup, je me suis dit que l'occasion était rêvée de commencer avec une personnalité qui pour moi est une véritable lionne, parce qu'en réalité, comme elle le dit très bien, elle n'a pas survécu, elle a triomphé du pire. Et ça pour moi, c'était vraiment la meilleure façon de commencer. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle a toute mon admiration. Donc aujourd'hui, on va parler d'Anamé Belloc. Vous aurez son nom de scène un peu plus tard. Peut-être qu'il y en a qui vont comprendre. Peut-être qu'à travers certains indices dans l'histoire, vous allez savoir qui c'est. Le principal n'est pas son nom, le principal est son histoire. Alors voici son histoire. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais j'ai décidé de surnommer cette série Drame, Potin et Beauté. Ouais, parce que des drames, il va y en avoir plein. C'est un peu comme si on faisait des potins. Ouais, alors écoutez, vous savez quoi? Ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis la beauté, elle est là. C'est pas moi la beauté, hein, c'est ça la beauté. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, son nom est Anamé Belloc. Elle est née le 26 novembre 1939, avant qu'elle naisse. Ses parents se rencontrent, tombent amoureux, se marient et ils font 2 enfants. Le premier enfant sera Aline et le second sera donc Anamé. Le problème, c'est qu'en fait, les choses ne vont pas du tout entre le père et la mère d'Anamé. Ce qui fait qu'un jour, le père va quitter le domicile familial. Il va laisser en plan la maman avec les 2 enfants et la mère finira par partir à son tour avec Aline, donc la plus grande des 2 filles, et elle va laisser Anamé qui sera élevée par sa grand-mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que Anamé, elle a un don pour le chant. Et à l'époque, elle est dans une chorale. Le problème, c'est qu'elle chante tellement fort qu'elle finit par se faire virer parce que, si vous voulez, elle est habitée par le truc, quoi. Quand elle chante, pour elle, c'est ouais et tout, génial, wouh! Un peu comme Whitney Houston. Je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Whitney Houston. Du coup, vous savez que c'est pas Whitney Houston dont on parle aujourd'hui. Mais Whitney Houston, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pareil. Elle faisait partie d'une chorale. Elle est éduquée donc par sa grand-mère qui prend bien soin d'elle. Mais malheureusement, sa grand-mère finit par décéder. Et Anamé se retrouve obligée, vers l'adolescence, pas tout à fait à l'âge adulte, elle a pas encore 18 ans, de retourner vivre chez sa mère. Donc en 1958, elle va débarquer à Saint-Louis pour vivre à nouveau avec sa maman et sa grande sœur, qu'elle n'a pas vues depuis des années. Donc, quand Anamé arrive chez sa maman, la première chose que sa mère va lui dire, c'est « Ici, tout le monde travaille pour amener de l'argent à la maison ». Je vous rappelle quand même qu'elle est même pas majeure. Si je vous explique ça, c'est parce qu'en fait, la mère, je vous donne pas son prénom parce que je sais pas vous, mais moi, quand on me donne trop de prénoms dans une histoire, après je suis paumée. Donc je vous dis sa mère, sa sœur. Comme ça au moins c'est clair, vous allez comprendre. La maman, elle est obsédée par le fric. Il y a que ça qui l'intéresse. Donc un soir, alors qu'elle est pas encore majeure, Anamé décide de suivre sa sœur dans le cabaret dans lequel elle travaille. Et là, elle découvre un monde qui vraiment la fascine parce que je vous rappelle qu'elle adore chanter. Et sur scène, à cette époque-là, se produit un groupe qui fait vraiment sensation à l'époque. Le chanteur, peut-être que là, quand je vais donner son prénom, ça va faire tilt à certains et certaines d'entre vous. En fait, le chanteur qui s'appelle Ike, à l'époque, a l'habitude de se produire donc avec son groupe et de tendre à un certain moment de sa prestation sur scène le micro au public pour que le public puisse chanter. Et généralement, ce sont des femmes, évidemment, qui sont plébiscitées. Et les femmes, comment vous dire qu'elles sont en amour devant lui. Alors il y en a qui réussissent plus ou moins bien, il y en a qui sont doués pour le chant, il y en a qui sont vraiment pas doués pour le chant. Et Anamé, ça lui plaît. Et elle se dit, mais moi j'aurais trop envie d'aller sur scène avec lui. Alors pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, elle va s'entraîner comme ça, chez elle, devant le miroir, etc. Ce qui va bien faire rire sa sœur et sa maman. En fait, un soir, le micro est tendu à sa sœur. Mais sa sœur, elle veut pas chanter. Et du coup, Anamé, elle se dit, attends, là, c'est l'occasion rêvée pour moi de montrer ce que je vaux. Elle prend le micro, et là, elle commence à chanter. Et Ike, il se dit, mais c'est quoi cette bombasse atomique? Pas qu'il la trouve belle, parce qu'en fait, dans les interviews, ce qu'on va apprendre par la suite, c'est que lui ne la trouve pas particulièrement belle. Elle ressemble pas vraiment au stéréotype de beauté auquel il a l'habitude, et elle ne le trouve pas beau du tout. Mais ce qui lui plaît, en fait, chez lui, c'est son talent, et vice-versa. Donc en fait, les deux tombent sous le charme, on va dire, mais musicalement, entre guillemets. Et là, quand il l'écoute, non seulement il est fasciné, le public est fasciné, c'est une sorte de déclic chez lui, il se dit là, je crois qu'on tient une star. Elle, faut pas que je la laisse passer. Donc ce soir-là, il l'amène dîner. Il lui dit, allez ma cocotte, tu sais quoi? On va aller se faire un petit resto. Et il lui explique que finalement, elle est plutôt pas mal et que peut-être ils pourraient faire affaire ensemble.
Si vous entendez couiner, c'est ma chaise, hein. Il n'y a pas de bruit suspect dans cette vidéo. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que ces deux-là sont complètement à l'opposé. C'est-à-dire que Haname, c'est une personne qui est pleine de vie, hyper souriante, exubérante. Lui, par contre, c'est quelqu'un qui est relativement froid, qui fait relativement la gueule, qui a l'air de jamais être content, jamais satisfait. En plus d'être quelqu'un qui fait la gueule, c'est un homme à femme. Il a tellement de groupies que même s'il est en couple, en fait, il va toujours voir ailleurs. Je pense que chez les stars, ça doit être une habitude. Je sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, c'est l'impression que ça donne, en tout cas, vu de l'extérieur. Donc vous aurez bien compris que quand il mange avec elle, il lui fait comprendre qu'il veut l'embaucher. Ce qui pourrait être une très bonne chose, parce que ça ferait gagner de l'argent, étant donné que, rappelez-vous, sa maman lui a dit « il faut ramener de l'argent à la maison ». Sauf que la maman d'Haname, au départ, elle n'est pas du tout d'accord pour que sa fille aille faire la chanteuse. Elle veut qu'elle soit infirmière. Donc Ike se pointe un jour. Il arrive dans une belle voiture avec le chauffeur et tout, il descend, elle voit ça par la fenêtre, elle se dit « Wow, qui c'est celui-là ?» Il tape à la porte, il se présente, il dit à la mère d'Haname « Bonjour, est-ce que votre sœur est là ?» Elle tombe sous le charme, elle se dit « Ah ouais, il pense que je suis jeune et tout ça, c'est cool. » Donc elle lui dit « Non, je suis la maman d'Haname. » Et il lui dit « Ok, très bien, je veux embaucher votre fille, je veux qu'elle vienne chanter avec moi. » Alors là, elle veut absolument pas, lui dit non, il n'en est pas question, c'est pas un vrai métier, je veux qu'elle soit infirmière. Mais rappelez-vous, la maman d'Haname, qu'est-ce qu'elle aime par-dessus tout? Le cash. Et il lui propose de l'argent. Et là, évidemment, elle commence à réfléchir. Et là, évidemment, elle commence à dire ok, on va essayer, et si ça marche éventuellement, sous-entendu si ça me rapporte de la thune, je la laisserai continuer. Donc Haname, elle commence à enregistrer un studio. Et il apparaît évident pour tout le monde que Haname, elle est juste douée et que c'est une future star, une diva, tout ce que vous voulez. Et après les enregistrements en studio, va s'en suivre en fait une tournée pendant laquelle Haname va découvrir chez Ike un homme violent, égoïste, égocentrique, il adore la drogue. À l'époque, ils sont pas ensemble, hein. Ils s'entendent très très bien, lui est en admiration devant elle, elle est en admiration devant lui, les choses se passent super bien. Alors qu'il se passait rien entre eux, je vous le rappelle. Lui est en couple avec une femme qui s'appelle Lorraine, avec qui il a 2 enfants. Sauf que Lorraine, elle a l'habitude de le voir batifoler à droite et à gauche. Elle pète un câble un soir parce qu'elle est persuadée que Haname et Ike entretiennent une liaison. Qu'est-ce qu'elle fait ce soir-là? Elle prend une arme, elle rentre dans la chambre d'Haname et elle la tient en joue comme ça. Et là, elle commence à lui expliquer que, tu sais quoi, tu vas ramasser parce qu'en fait, t'es en train de te taper mon mec. Donc Haname est complètement surprise, elle lui dit, mais absolument pas, non. Elle arrive en fait à la calmer, ce qui fait que Lorraine va aller dans la pièce à côté et elle va se tirer une balle. Mais attention, elle ne va pas se suicider, elle va se rater. Donc elle va aller à l'hôpital, ce qui va mettre évidemment Ike hors de lui, bien évidemment, parce que là il contrôle plus rien. C'est quelqu'un qui aime beaucoup contrôler les gens, beaucoup contrôler les choses. C'est quelqu'un de manipulateur, c'est lui qui tient les rênes. Donc il faut que les choses se passent comme lui l'a décidé. Et en réalité, c'est cet accident qui fait que les deux vont se rapprocher. Et qu'à partir de là, effectivement, ils vont avoir une aventure. Tout se passe bien entre eux, même au début. Sachez une chose, c'est que dans le groupe, en fait, il y a des choristes. Les choristes sont uniquement des femmes. Femmes qui, même au tout début de la relation entre Haname et Ike, vont entretenir également une liaison avec Ike. C'est-à-dire que Ike, en gros, il se tape tout le monde. Et puis un jour, Haname finit par tomber enceinte. Elle a déjà un premier enfant, mais d'une ancienne relation. Et là, elle attend donc son 2e enfant avec Ike. Une fois que Haname se retrouve à l'hôpital et qu'elle vient d'accoucher, le médecin explique à Ike qu'elle souffre d'anémie et qu'il faut qu'elle reste à l'hôpital pendant 3 semaines, qu'elle va pas pouvoir sortir, qu'elle va pas pouvoir bouger parce qu'elle a vraiment besoin de soins. Si je vous dis que c'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule, qui tire les ficelles et qu'il faut faire exactement comme lui a dit, d'après vous, quelle va être sa réaction? Bon, en fait, Ike, il va regarder le médecin droit dans les yeux, comme moi je suis en train de le faire là avec vous, il va lui dire non mais même pas en rêve, elle va rester à l'hôpital. Elle sort direct. Elle finit par sortir, c'est-à-dire qu'il contraint tout le monde à ce qu'elle sorte. Parce que évidemment, qui c'est qui a toujours le dernier mot dans cette histoire? C'est lui. Et 2 jours plus tard, elle remonte sur scène. Va se passer un laps de temps pendant lequel Ike va changer et va devenir à son tour avec elle également abusif, violent, et il va commencer à la frapper. Et au bout de 2 ans, en fait, ils vont se marier. Elle expliquera plus tard en interview qu'elle n'avait pas le choix que de se marier avec lui parce qu'elle savait que sinon, il allait lui rendre la vie impossible. C'est un mariage qui est placé sous la peur, la contrainte, mais pas vraiment l'amour. Dans les années 60, Haname va arriver à un moment donné de sa vie à un stade où elle est extrêmement fatiguée. Beaucoup de tournées, les enfants à gérer, ça fait beaucoup de choses pour elle. Et un soir, en fait, elle refuse de monter sur scène. Et c'est une date qui est très très importante pour eux. Mais elle veut pas monter sur scène. Et elle le lui dit. Et ce soir-là, une fois de plus, ce sera des insultes et ce sera des coups pour Haname qui n'aura en fait
pas d'autre choix que de se produire sur scène. Elle va s'éclater sur scène, mais au fond d'elle, elle est complètement meurtrie, elle sait plus comment faire, surtout que, sachez une chose, là où il est extrêmement vicieux, Ike, c'est que quand il la frappe pas avec ses mains ni avec ses doigts. Pourquoi? Parce qu'il est musicien, il a besoin de ses doigts, il a besoin de ses mains. Donc en fait, il va la frapper avec des embauchoirs à chaussures, avec tout ce qui va traîner autour de lui, histoire de dire « Eh oh, c'est moi le chef, c'est moi qui commande ». Donc si je te dis que tu vas sur scène et que tu vas chanter, tu vas sur scène et tu chantes. Donc Aname, comme elle est excellente, elle devient encore plus populaire, ce qui en fait lui a le don de le rendre complètement hystérique. Ça le gave en fait, il est jaloux. Et le pire, c'est que la maman d'Aname, elle est consciente de ça. Elle le sait. Mais elle lui dit, tu dois rester parce qu'en fait, il y a tellement d'argent en jeu. J'ai envie de mettre du rouge à lèvres avant de faire les yeux. En 1964, alors qu'ils sont dans leur studio d'enregistrement privé à la maison, avec toute leur équipe, il la fait constamment recommencer une chanson qu'elle est en train de chanter, et il se plaint que ça va pas. Et elle finit par lui dire, ben ouais, j'ai moins d'entrain que d'habitude, parce que je trouve que les chansons sont toutes les mêmes. Ike, il est sous l'emprise de la drogue. Il entend ça, là-dedans, ça fait... Il se dit là, elle est en train de m'humilier devant tout le monde, elle se prend pour qui? De colère. Il dit que tout le monde dégage, tout le monde s'en va. Et là, je sais même pas si on peut expliquer dans quel état elle va se retrouver. C'est quelqu'un à qui tu peux rien dire. Ce qu'il faut savoir quand même, et que moi je trouve relativement aberrant, c'est que autour d'eux, tout le monde est au courant de ce qui se passe, de ses comportements à lui qui sont juste inadmissibles, et on le rappelle, qui sont punis par la loi. Les gens, en fait, souvent, prennent sa défense à lui, en lui disant « Non mais c'est pas grave, tu comprends, il est fatigué, il a beaucoup de pression, ça va passer, tout va s'arranger, ne t'inquiète pas. » Et lui, comme il sait que souvent il dépasse les bornes, une fois que la tempête est passée, il la couvre de cadeaux pour lui dire « Tu vois, en fait je t'aime, j'ai pas envie de te perdre, je t'achète des cadeaux parce que je m'en veux, alors je t'en prie, pardonne-moi. » Ça va durer pendant 16 ans. Mais pendant ce temps, ils deviennent encore de plus en plus populaires. Autant elle est encore plus solaire qu'avant, autant lui, il est antipathique. Dans les interviews, il ne parle jamais. Et en fait, en 1966, il va y avoir un célèbre producteur à l'époque qui s'appelle Phil Spector. Il va tout simplement demander à faire un disque avec elle. Et lui, au départ, il se méprend. Il pense qu'il veut faire un disque avec les deux. Et le Phil, il lui dit « Non, non, Ike, moi, je veux faire un disque avec Aname. » Donc l'autre, il voit rouge. Vous imaginez, en fait, c'est lui qui produit toutes les chansons, qui les écrit, qui met tout en scène. Parce que je vous le rappelle, il veut tout gérer. Mais en fait, la lumière n'est pas sur lui, la lumière, elle est constamment sur elle. Elle a une voix, elle a une présence, elle a une prestance, elle a quelque chose qui fait que on la remarque directement. Et cette chanson, elle va devenir un méga hit. Et en fait, à l'époque, elle va chanter, se produire, notamment avec des groupes hyper connus. Elle va devenir chanteuse favorite de Mick Jagger, David Bowie, et donc il pète un câble. Il va se venger. Et vous savez ce qu'il va faire? Le soir de l'anniversaire de Aname, il va commander un gâteau. Elle a pas du tout faim, elle a pas envie de boire, elle a pas envie de manger. Aname, tu manges ce gâteau. Et tu le manges en entier. C'est ton gâteau d'anniversaire, je l'ai acheté spécialement pour toi, je dépense pas mon argent pour rien. Tu manges ce gâteau, Aname. Il va se lever, il va la forcer à bouffer, évidemment elle va pas vouloir. Il va la frapper, et là en fait, il y a une choriste, Jackie. En fait, ce soir-là, Jackie va s'interposer entre eux, et elle va dire à Ike, non maintenant là t'arrêtes, tu la touches pas, il y en a ras-le-bol de toi. Et le problème c'est que Ike va se retourner sur elle, et elle va se retrouver par terre. Et ce soir-là, non seulement elle va dire à Aname, si j'étais toi, je prendrais mes jambes à mon cou, et je me casserais, mais en plus de ça, elle va dire à Ike, tu sais quoi, ciao mon gars, moi je me casse, je veux plus vivre cet enfer. Donc la célèbre phrase utilisée par Beyoncé et Jay-Z, Eat that cake, Aname, n'est pas une légende, malheureusement. Un soir, Aname va décider de prendre ses enfants sous son bras. Elle appelle sa maman et elle lui dit « Voilà maman, je suis complètement à bout, j'y arrive plus, il me maltraite, c'est de pire en pire, je sais plus quoi faire, il est complètement drogué, complètement hystérique, il s'en prend à tout le monde, c'est un enfer. S'il te plaît, est-ce que je peux me réfugier chez toi ?» Sa mère va lui dire « Ah oui, oui, bien sûr, tu peux venir, mais je vous le mets en plein mille. » Quand Ike se réveille en plein milieu de la nuit et qu'il se rend compte que Aname elle est pas là et que les gamins non plus sont pas là, d'après vous, il fait quoi? Bon, en plus de péter un câble, mais il appelle sa mère, enfin plutôt sa belle-mère. Et donc il lui dit, ben je comprends pas, Aname est pas là, les gamins sont pas là, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer où est-ce qu'ils sont passés? Et évidemment, comme la mère est une personne vénale qui aime l'argent, et qu'en plus de ça, lui, il est extrêmement malin, parce qu'il s'est toujours dit, elle, je sais que je peux l'acheter, quoi que je dise, quoi que je fasse, l'argent, ça la fait kiffer. Et comme en fait la mère d'Aname s'est vue offrir une maison par Ike, sans compter tout l'argent et tous les extras, les avantages, elle va faire ni une ni deux, elle va lui dire oui, y a pas de problème, en fait elle est supposée venir chez moi. Elle a pris le bus et sache qu'en fait il y a un arrêt dans telle ville. Quand arrive le moment de s'arrêter parce que le trajet est extrêmement long, Aname elle descend avec ses enfants, ils vont aux toilettes. Mais à un moment donné elle voit que ses enfants ils reviennent pas. Et en fait elle se rend compte que Ike est à l'arrêt de bus, qu'il a fait monter les gamins dans la voiture et qu'il s'apprête à partir en la laissant en plan. Qu'est-ce qu'elle fait? Contrainte et forcée une fois de plus, elle rentre à la maison et elle essaye de sauver sa peau et par-dessus tout, elle essaye de sauver ses enfants. Puis va se produire un événement qui quand même est assez tragique. Ils sont en studio. Ils enregistrent la chanson Nut Bush
City. Ils sont en train d'enregistrer et Ike estime que ça ne va jamais. Donc il la fait recommencer constamment, jusqu'au moment où elle dit qu'elle est épuisée, qu'elle a envie d'aller se coucher, parce qu'elle lui tient un peu tête quand même. Et ça déjà, il apprécie pas des masses. Et donc ce soir-là, une fois de plus, il va faire sortir tout le monde, et pour la énième fois, elle va être frappée. Et ce soir-là, en fait, le problème, c'est que Haname, elle en a tellement marre qu'elle va avaler plus de 50 cachets. En gros, elle veut essayer de mettre fin à ses jours. Et donc lui, évidemment, quand il se rend compte de ça, ben là, il est dans tous ses états, s'il te plaît, ne meurs pas, j'ai besoin de toi. Elle finira par s'en sortir, mais quand elle va rentrer à la maison, qu'est-ce qu'elle va découvrir, Haname? Non seulement qu'il n'est pas venu la chercher quand elle est sortie de l'hôpital, quand elle va ouvrir la porte et qu'elle va se retrouver face à lui dans un décor de fête, vous savez ce que lui va lui dire? Dis donc, Haname, la prochaine fois, t'évites de faire ce genre de conneries, ça m'a coûté cher tes histoires. C'est vraiment le genre d'accueil qu'on a tous envie d'avoir quand on sort de l'hôpital. Mais à cette époque-là, en fait, Haname va reprendre contact avec Jackie, rappelez-vous, cette fameuse choriste, et Jackie va l'initier à une religion qui est le bouddhisme. Haname va petit à petit s'abreuver comme ça, s'instruire, apprendre, parce qu'elle se sent bien de mieux en mieux avec cette religion qui est faite pour elle. Elle va petit à petit remonter la pente grâce au bouddhisme. Elle a quelque chose auquel se raccrocher et petit à petit, elle se refait. Ils sont toujours en couple, le succès est présent et il continue de la frapper. Un soir dans la voiture, il lui dit « tu vas faire ça », elle lui dit non. Mais le truc c'est que ce soir-là, elle va lui dire « vas-y, tu veux me cogner? Viens, cogne-moi. Mais si tu me cognes, je te cogne. » Et lui, il se dit « mais elle est pas bien ou quoi? Elle croit qu'elle va me tenir tête, donc qu'est-ce qu'il fait? Il donne un coup. » Mais le problème c'est qu'elle, elle se rend. Et en fait, tous les deux se battent. Et quand la voiture arrive devant l'hôtel, elle, vous imaginez le tableau au niveau du visage, et bien lui c'est pareil. Sauf qu'en fait, ils sont obligés de descendre de la voiture. Ils descendent de la voiture, ils rentrent dans le hall de l'hôtel. Elle est sacrément amochée, mais lui aussi il est amoché. Et là, il est complètement humilié en public, parce que là, il se rend compte que non seulement elle lui tient tête, que non seulement depuis un certain temps, elle se laisse plus faire, qu'en plus maintenant, elle se rend. Tout le monde le voit, vous imaginez l'humiliation en public? Et ce soir-là, elle va se dire, c'est la fois de trop. Cette fois-ci, je resterai pas. Elle prend ses jambes à son cou et elle se met à courir, et elle va au premier hôtel qui est sur son chemin. Elle arrive à la réception et le réceptionniste ne la reconnaît absolument pas. Elle le regarde et elle lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je m'appelle Tina Turner, je viens de me battre avec mon mari. J'ai uniquement 36 cents en poche et ma carte d'identité. Si vous acceptez mon alliance et que je vous la donne en dépôt de garantie, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me donner une chambre ?» Le réceptionniste et lui dit « Madame Turner, gardez votre alliance. À partir de maintenant, on s'occupe de tout, vous êtes en sécurité. » Et à partir de là, elle divorcera 2 ans plus tard et elle ne lui demandera strictement rien. Elle ne veut pas d'argent, elle ne veut pas de voiture, elle ne veut pas de maison, elle ne veut rien si ce n'est garder son nom de scène. Alors autant vous dire que lui, il va pas le digérer ça parce qu'il estime que elle, son nom de scène, elle l'a eu grâce à lui. Donc lui, ne rien lui devoir en termes d'argent, ça lui va bien, mais le nom, il veut pas le lui laisser. Sauf que comme elle ne demande rien, le juge accepte tout simplement de lui laisser son nom de scène. Et donc en fait, pendant plusieurs années, l'équivalent d'à peu près 4 ans, Tina Turner va se retrouver un peu dans le néant en termes de vie professionnelle. C'est-à-dire qu'elle va chanter dans des petits hôtels, dans des cabarets, etc. Elle avait du succès avec le groupe Ike et Tina Turner. En 1980, elle va finir par signer un contrat de rock'n'roll avec une grande maison de disques. Et à l'âge de 44 ans, ce qui est relativement tard en fait pour une chanteuse, elle va devenir une superstar, notamment avec le titre What's Love Got to Do With It. Alors à plusieurs reprises, lui, il va tenter de revenir parce que finalement, il se rend compte que sans elle, il n'est rien. Ike et Tina, c'est pas pareil que Ike tout seul. Un soir avant qu'elle se produise sur scène, la salle est bondée de monde. Elle est toute seule dans sa loge, elle est en train de finir de se préparer. Et là, dans le miroir, elle voit que la porte s'ouvre et c'est lui. Alors évidemment, sur l'instant, elle est prise d'un moment de panique parce qu'elle se dit « Allez, ça recommence ». Et puis d'un coup, elle va lui dire « Écoute, tu sais quoi ? Moi j'ai un truc à faire, j'ai pas le temps. Je vais me lever et je vais aller sur scène parce qu'il y a des gens qui m'attendent. » Et en fait il se passera rien, si ce n'est que en fait plus tard Ike sera arrêté pour trafic de stupéfiants. Pas à cause de cet incident, mais parce qu'en fait comme je vous le disais c'était quelqu'un qui était à fond sur la drogue. Donc il sera inculpé, il passera quelques années en prison. Ike Turner est mort en 2007 d'une overdose. Elle a refait sa vie. Elle a rencontré un producteur quand elle avait 46 ans et ils se sont mariés il y a à peine 6 ans en arrière. C'est vraiment pas vieux en fait. C'était très mignon à voir. Vous pouvez retrouver des interviews avec notamment Oprah Winfrey, qui est l'une des plus grandes fans de Tina Turner. Et moi, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Une histoire qui est terrible, mais une histoire qui finit bien. J'ai vu des interviews, son témoignage a permis de sauver d'autres femmes. Parce que grâce à elle, elles avaient pu, elles aussi, trouver le courage de fuir et trouver le courage de s'en sortir. Et quand on voit Tina Turner à l'heure actuelle, en fait, on se dit que c'est une femme qui en a vraiment bavé parce que, outre ce que je viens de vous raconter, alors c'est pas très vieux, mais l'un de ses fils s'est suicidé alors qu'il avait une 50aine d'années. Mais maintenant, elle vit paisiblement en Suisse et elle s'est retirée de scène parce qu'elle pensait qu'elle avait fait son temps. Et ce qui est magnifique, c'est que je l'ai entendu dire dans une interview, je ne blâme personne
personne et à présent je suis heureuse. Elle est toujours aussi souriante, toujours aussi agréable quand on la voit en interview. Elle est solaire cette femme et toute sa vie elle restera solaire parce que même maintenant à l'âge de 81 ans, elle est formidable. La morale de cette vidéo c'est tout simplement qu'il est jamais trop tard dans la vie pour s'en sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!